Mathieu Duchâtel, bonjour. Bonjour. Monsieur Duchâtel, la Chine est un État plurimillénaire. Son rayonnement est sans équivalent dans le monde jusqu'au XIXe siècle. Son prestige, sa civilisation, sa puissance, sa technique, sa culture sont immenses historiquement. Pour autant, dans cette continuité temporelle, la puissance chinoise, à la fois sur le plan civil et sur le plan militaire, s'est-elle toujours accompagnée d'un attribut maritime et naval? Alors, quand on pense à la puissance maritime et navale chinoise, on fait surtout référence aux expéditions de l'amiral Zheng He, les 7 expéditions au début du XVe siècle, au début de la dynastie Ming, parce que c'est celles qui ont véritablement marqué les esprits de par la puissance de la flotte déployée. Il faut voir que pendant la 7e expédition de Zheng He, disons dans le premier quart du XVe siècle, on a un déploiement de 27 000 hommes sur des bateaux qui sont énormes par rapport aux standards de l'époque. On a des bateaux qui sont entre 3 000 et 5 000 tonnes. Donc on est véritablement dans une puissance navale qui dépasse tous ses contemporains. Et qui marque les esprits parce que les expéditions de Zheng He se font sur des routes maritimes qui existent déjà. On ne va pas réinventer les routes maritimes, on est véritablement dans ce qu'on appelle aujourd'hui les nouvelles routes de la soie maritime. On est entre la Chine du Sud, le détroit de Malacca, le passage au nord de Ceylan, du Sri Lanka, l'océan Indien, et on arrive en mer Rouge. Donc on a cet espace océan Indien, mer de Chine du Sud, qui est couvert par Zheng He, et sur lequel la Chine déploie sa diplomatie navale, déploie sa diplomatie du tribut, et démontre qu'elle est véritablement la grande puissance maritime du XVe siècle. Ces expéditions restent vraiment dans les esprits parce qu'elles s'interrompent brusquement, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai. Mais je pense que ce qu'il est important de noter ici, c'est que la période de Zheng He et le début de la dynastie Ming marquent vraiment le pic de la construction navale chinoise, mais qu'à l'époque des Song, donc fin 10e jusqu'au XIIIe siècle, et pendant la dynastie Yuan, la Chine a une industrie de construction navale qui est extrêmement performante. Elle invente à cette époque la compartimentalisation des coques, qui permet de transporter plus de cargo. Elle utilise des boussoles magnétiques, ce qui lui permet de naviguer sur ces routes maritimes. Elle est donc une puissance technologique innovatrice dans la navigation. Et on retient tous Zheng He parce qu'on a un moment spécifique où le commerce, la diplomatie et la puissance militaire sont liés dans des expéditions qui sont véritablement hautement politiques. Elles sont décidées par l'empereur Yongle, puis ensuite par l'empereur Xuande. Donc elles démontrent vraiment un effort de l'Empire chinois pour marquer de son empreinte les mers du globe. Mais on est quand même dans une continuité de plusieurs siècles de progrès de la navigation et de la construction navale chinoise. Alors il y a une interruption après, mais vraiment on est quand même dans une large continuité sur le plan scientifique. À la lecture du premier volet et aussi en vous écoutant, Mathieu Duchâtel, on a l'impression finalement que pour la Chine, c'est pas forcément naturel de se projeter loin de ses terres et loin de ses côtes. Alors il y a une période de fermeture après Zheng He qui est liée beaucoup aux finances publiques, au fait que la Chine a une guerre avec le Vietnam, a aussi des problèmes avec les Mongols dans le nord. Les Yuan ont été battus par les Ming, mais la puissance mongole existe encore. Donc il y a un recentrage de la géopolitique chinoise sur les frontières terrestres qui perdure jusqu'à la fin de la dynastie Qing. Donc à la fin du 19e siècle, on a un effort de modernisation qui inclut la construction d'une flotte, parce que les invasions de la Chine sont venues par la mer, que ce soit les puissances occidentales et le Japon. Cette flotte est battue par les Japonais, mais il y a déjà à la fin du 19e siècle le balbutiement d'un retour de la Chine à une idée de la puissance navale qui est très centrée sur la défense côtière et sur la défense du territoire chinois. Quel a été le déclic pour les Chinois à ce moment-là de se dire il serait temps peut-être d'investir justement dans nos forces maritimes et de reprendre un petit peu le contrôle de nos mers? Alors c'est vraiment les invasions étrangères qui arrivent par la mer, et donc c'est l'idée que la Chine a besoin d'une défense côtière pour protéger sa souveraineté nationale et éviter de devenir, comme l'avait dit Mao, une semi-colonie. Donc c'est vraiment l'idée qui est derrière la fondation de la marine, de l'armée populaire de libération, et avec les moyens dont la République populaire de Chine dispose à partir de 1949, la Chine, avec l'aide d'abord des soviétiques,
construit une marine qui finalement stagne dans la technologie des années 50 et des années 60 jusque dans les années 80. C'est des questions de niveau de développement général, c'est des questions de moyens financiers, c'est des questions de niveau scientifique. Mais l'idée d'avoir une marine qui est capable de défendre les côtes, parce qu'on en est encore là dans les années 80, quand la Chine lance sa politique de réforme, on est dans une période où ce qui compte pour elle, c'est d'avoir une marine de défense côtière. C'est éviter de nouveau des scénarios d'invasion. Alors bien sûr, il y a eu la prise de Hainan en 1948, entre 1948 et 1950, par les communistes aux nationalistes, qui s'est faite, c'était une opération amphibie. Il y a eu l'idée que la marine devrait être bien sûr centrale dans un conflit avec Taïwan, mais il n'y avait pas des moyens technologiques, scientifiques et financiers suffisants pour construire une marine de haute mer. Donc on était vraiment, jusque dans les années 80, dans une logique de marine de défense côtière. Et est-ce que ce gap qu'il y a eu et cette transformation au 19e siècle de la marine chinoise, elle est un peu due aussi à cause de son voisin japonais? Il y a eu une compétition à la fin du 19e siècle entre la Chine et le Japon qui culmine dans la guerre de 1894-1895 que la Chine perd sur les mers. Le Japon est la puissance navale dominante de l'Asie orientale entre 1895 et sa défaite contre les Américains en 1945. Et pendant toute cette période, au sein de la première chaîne d'îles, le Japon domine les mers. Et la Chine n'est qu'une puissance terrestre. Et donc la guerre de résistance des Chinois contre l'invasion japonaise, c'est vraiment une guerre terrestre. Il n'y a quasiment pas d'opération navale pendant la période. Et donc cette idée que la puissance navale est importante, c'est l'idée qu'il faut bien sûr éviter que ce scénario se reproduise à l'avenir. Et finalement, cette humiliation ultime en 1894, cette ultime défaite face au Japon, c'est l'aboutissement d'un siècle d'humiliation. Alors le siècle d'humiliation commence un peu avant avec les guerres de l'opium, mais la guerre contre le Japon, c'est vraiment la défaite de la marine chinoise. Et on peut penser que si la Chine avait eu un peu plus de temps pour investir dans sa marine, elle n'aurait pas eu sa flotte complètement détruite par les Japonais, et le cours de l'histoire aurait été différent. Ce qui ressort de tout ça, c'est que la marine est vraiment stratégique pour l'avenir des nations, surtout dans un contexte géopolitique comme celui qui est celui de la Chine, où elle doit régler des différends territoriaux, où elle a une compétition à l'époque géopolitique avec le Japon, que celui qui domine les mers a véritablement un avantage sur l'autre parce que le combat est porté sur son territoire. Et si l'on fait un point d'étape, Mathieu Duchâtel, on voit donc que la Chine a connu un âge d'or de la navigation en haute mer avec une véritable supériorité et tout un imaginaire relatif à l'appel du grand large à travers par exemple l'époque de Zhang He et devant lui la divinité Tianfei, aussi connue sous le nom de Mazu. Appel du grand large modéré par la philosophie néo-confucéenne, très importante dans les cours de la Chine impériale, puis par une cicatrice, une humiliation contre le Japon. Et nous voilà sur cette base, plongé dans le 4e article de la série consacrée à la flotte chinoise actuelle, gigantesque, 2e armada en termes de tonnage au monde, et qui a fêté ses 70 ans en avril dernier. Et est-ce que ça y est, on peut dire qu'après toutes ces déconvenues, ces coups de butoir, la Chine est incontestablement une puissance maritime et navale? Oui, alors la Chine est une puissance maritime incontestable. Maintenant, la marine de l'armée populaire de libération doit être comparée aux marines américaines et aux marines japonaises. C'est un petit peu autour de ces deux marines qu'on peut véritablement juger son niveau. C'est là que le bas blesse par rapport aux États-Unis, par exemple. Alors la Chine a des éléments de faiblesse, des vulnérabilités, elle a aussi fait des progrès considérables dans certains domaines. Ce qui est frappant, c'est d'abord, je dirais, qu'il y a un tournant en 1995-1996 et qu'on est dans le post-1995-1996, la crise de Taïwan, les Américains qui envoient dans le détroit de Taïwan 2 porte-avions pour mettre fin à cette crise, aux intimidations chinoises contre Taïwan, et la réaction chinoise qui est d'accélérer la modernisation de son armée populaire de libération et de mettre de plus en plus l'accent sur la marine et sur les forces aériennes dans une armée qui est traditionnellement dominée par les forces terrestres. Donc si le point de départ est 1995 et qu'on regarde aujourd'hui, 2019, ce qui a été accompli, un progrès phénoménal a été accompli. On est vraiment aujourd'hui dans une marine qui, à l'horizon 2035, aura 70 à 80 sous-marins, c'est-à-dire la force sous-marine dominante dans la région, avec une composante nucléaire, donc sous-marin nucléaire lanceur d'engins, mais aussi sous-marin nucléaire d'attaque,
On est dans une marine dont la mission de protection des côtes est aujourd'hui assurée, en fait. Elle a des patrouilleurs. Elle est bien sûr dépassée. Elle a des patrouilleurs lance-missiles, elle a différents moyens de défense côtière. On n'est plus dans une logique de défense côtière. Enfin, la défense côtière importe, mais c'est plus ça la dynamique stratégique de la modernisation. Ce qui importe aujourd'hui, c'est de voir que la marine chinoise croît à un rythme phénoménal. Alors on a un rythme de construction navale qui dépasse tous les autres pays de la planète. On dit souvent qu'en 4 ans, la marine chinoise met sur l'eau l'équivalent d'une marine occidentale comme celle de la France ou du Royaume-Uni. C'est un ordre de grandeur, une comparaison qui donne une idée véritablement de son effort. Moi, ce que je trouve particulièrement important, c'est de voir qu'elle développe aujourd'hui une force de projection. C'est ça qui est stratégique, c'est ça qui l'a fait changer de nature. Alors, elle a un programme de porte-avions qui a commencé par l'acquisition du Variag à l'Ukraine, que la Chine a reconstruit d'une certaine manière, qui est en réalité une plateforme de défense aérienne pour un déploiement de flotte. On ne peut pas comparer ça à un porte-avions américain qui est là pour projeter de la force aérienne pour une attaque terrestre ou pour des opérations, du soutien à des opérations amphibies. On a des porte-avions chinois, aujourd'hui on en a 2, donc l'ex-Variag est le premier construit de manière indigène par la Chine, qui sont le signe d'un changement de l'orientation de la marine chinoise et de la décision stratégique d'être capable de déployer la marine pour des opérations loin des côtes de la Chine, donc au-delà de la première chaîne d'îles, ce qui d'une certaine manière nous ramène de manière presque amusante à Zhenghe, puisque les déploiements sur les routes maritimes sont les déploiements sur les routes maritimes de Zhenghe en réalité. On est véritablement sur cet axe-là. Les lignes de communication de la mer de Chine du Sud à Djibouti, en mer Rouge. Alors la Chine va parfois plus loin en Méditerranée, en Baltique, mais c'est ce chemin-là qu'elle emprunte, il n'y en a pas d'alternatif. Et donc on est aujourd'hui dans une marine chinoise qui est capable de déployer des forces et qui a un peu pour modèle là-dessus le corps des marines américains. La Chine aujourd'hui, et pour moi c'est un signe vraiment important de ses intentions, construit des porte-hélicoptères qui sont en fait de mini porte-avions. Si elle avait des F-35 ou des avions à décollage vertical, ce seraient des porte-avions, mais il se trouve qu'elle n'en a pas, donc ce sont des porte-hélicoptères. C'est pour les marines, et c'est pour faire du déploiement de marine dans des crises. Alors, avec des scénarios dont on peut parler, mais on voit bien qu'il y a eu un changement d'échelle de la marine chinoise grâce à cet effort d'investissement à la fois scientifique, humain et financier. Mais les limites de la marine chinoise, c'est quoi aujourd'hui ? La Chine a aujourd'hui 2 porte-avions. Le Variag acheté à l'Ukraine, qui est devenu le Liaoning, et le premier porte-avions de construction nationale chinoise, le Shandong, qui est modelé en fait sur le Variag ukrainien, c'est-à-dire que c'est des porte-avions qui fonctionnent non pas avec des catapultes, mais avec ce qu'on peut appeler une piste de ski, c'est-à-dire que les avions prennent leur envol, et c'est le modèle technologique russe, en fait ça vient du modèle russe. C'est des porte-avions qui sont à propulsion diesel, donc on n'est pas dans de la propulsion nucléaire, contrairement à ce que font les Américains et contrairement au Charles de Gaulle. Et la Chine a aujourd'hui au moins, je dirais, 2 faiblesses sur ses programmes de porte-avions. Le premier, c'est la capacité d'emport d'armement de son chasseur pour porte-avions, le J-15, qui est limité. Donc en gros, on a des chasseurs chinois qui ne peuvent faire que du combat aérien, pas du bombardement terrestre. Donc ça devient une plateforme de défense d'une zone contre des attaques aériennes. Elle aurait besoin d'avoir des chasseurs qui peuvent emporter plus d'armement pour passer dans du multi-rôle. Et le deuxième point, c'est tout simplement la construction du groupe aéronaval. En fait, un porte-avions ne se déplace pas seul. Et là, on est dans des dimensions qui sont tactiques, qui sont dans la manière dont les données de renseignement, de reconnaissance, de surveillance autour de la zone du porte-avions sont intégrées par un groupe. Et tout ça, c'est des choses qui s'apprennent avec le temps. Donc c'est les 2 grandes faiblesses des porte-avions actuels. Et la Chine a de vraies ambitions sur ses futurs porte-avions. Alors elle n'a pas dit de manière officielle combien elle souhaitait en construire,
Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle va vers deux choses. Elle va d'abord vers la propulsion nucléaire. Et c'est pour ça, en partie, qu'elle est investie aujourd'hui dans la construction d'un brise-glace nucléaire pour naviguer dans les pôles, qui lui permettra de mieux maîtriser cette technologie. Et elle est aussi dans la construction, alors, comme les Américains, qui sont aujourd'hui les seuls à avoir ce type de technologie, de catapultes électromagnétiques qui lui permettront de faire décoller des chasseurs plus lourds du pont du porte-avions. Donc si elle arrive à mener à bien ces deux projets, elle sera dans une catégorie supérieure du développement des porte-avions. Alors, la dimension de dissuasion nucléaire sous-marine est une faiblesse identifiée par les Chinois. C'est l'un des problèmes qu'ils ont identifié assez tôt, en fait. C'était déjà une ligne de Mao Zedong de dire qu'il fallait une composante sous-marine à la dissuasion nucléaire chinoise, qu'elle ne pouvait pas s'appuyer uniquement sur des silos ou sur des bombardiers, que c'était la meilleure manière de répondre à la doctrine chinoise de non frappe en premier, donc être capable de riposter. C'est donc être capable de dissimuler ses forces nucléaires, et des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins au niveau requis, c'est véritablement ce qui peut survivre le mieux à une première frappe d'un adversaire. Donc elle a cet objectif-là depuis les années 60, et c'est vrai qu'elle ne l'a pas atteint, parce que ces 5 SNLE sont considérés comme trop bruyants, qu'elle n'a pas encore de doctrine claire sur les patrouilles, mais il faut voir qu'elle est aujourd'hui en train de travailler à la prochaine génération de ces sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, qu'elle a fait des progrès sur tous ces programmes de systèmes navals, aussi bien bâtiments de surface que sous-marins. Et donc on peut s'attendre dans la nouvelle génération à avoir des sous-marins moins bruyants, et surtout, c'est ce qu'elle souhaite, avec son nouveau missile intercontinental pour sous-marins, donc le JL-3, qui équipera les futurs bâtiments, avoir enfin un missile capable d'atteindre l'ensemble du territoire américain pour établir une dissuasion nucléaire crédible. À quel horizon elle peut y arriver? Est-ce qu'elle peut véritablement y arriver? C'est une question stratégique à laquelle je pense peu de décideurs ont la réponse. Même dans le renseignement militaire américain, il y a tellement de questions qui demeurent sur le véritable niveau des SNLE chinois qu'on est un petit peu dans l'incertitude. On ne sait pas vraiment quelle est la portée et la puissance de leur sous-marin. Alors en source ouverte, on ne le sait pas, c'est sûr. Quand on travaille en source ouverte, on n'a pas cette réponse. Mais j'ai tendance à penser que les questions sur le niveau réel des SNLE chinois sont bien sûr encore très floues aujourd'hui, surtout sur la prochaine génération. Mais finalement, ce développement d'un nouveau missile intercontinental, ça permettra aussi aux Chinois de pouvoir frapper par exemple les États-Unis tout en restant dans leur territoire maritime. C'est l'un des grands enjeux du programme de porte-avions aussi. Effectivement, si la Chine est capable de faire sortir des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de la base de Hainan, dans le sud, de les envoyer dans les eaux de mer de Chine du Sud et de construire ce que les Russes, à l'époque, ce que les Soviétiques appelaient un bastion, c'est-à-dire une aire maritime et aérienne qui est complètement défendue par la puissance aérienne, donc qui peut être projetée par un porte-avions ou alors envoyée de la terre, mais donc invulnérable à des patrouilleurs maritimes ou à de la détection qui passe par l'air, elle est capable effectivement de dissimuler un sous-marin et de menacer le territoire américain de la mer de Chine du Sud. C'est l'une des considérations stratégiques qui explique aussi l'importance de la mer de Chine du Sud vue de Pékin. Alors comment la Chine s'approprie et revendique des territoires dans le mépris total de la Convention des Nations Unies pour le droit de la mer? Alors vous parlez de la mer de Chine du Sud où les revendications chinoises sont affirmées depuis le Kuomintang, la République de Chine, donc la fin des années 40. Il est vrai que la Chine a signé la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et que l'arbitrage de 2016, à l'initiative des Philippines, a démontré que les revendications chinoises en mer de Chine du Sud, donc à l'intérieur du tracé en 9 traits, n'étaient pas compatibles avec la Convention des Nations Unies de 1982, que la Chine a pourtant signé et ratifié. On est dans une logique de puissance au-delà du droit international. On est vraiment dans un domaine où la Chine n'explique pas ses revendications en termes de droit international compréhensible et acceptable par tous. On est dans un véritable problème stratégique et on est dans l'imposition par la Chine d'une domination à ses voisins.
Mais la Chine aujourd'hui, sur le plan naval, c'est une puissance globale ou régionale? Alors, le centre de gravité de la marine chinoise reste malgré tout l'Asie orientale. Les grands programmes, même les programmes amphibies, même les Marines, s'ils peuvent être déployés dans des crises ou soutenir une évacuation au Moyen-Orient ou en Afrique orientale, ils sont surtout là pour démontrer la supériorité de la Chine sur l'Asie du Sud-Est, et ils sont surtout là pour un scénario taïwanais. En réalité, le meilleur exemple de tout ça, c'est sans doute le bateau hôpital, puisque le bateau hôpital chinois est déployé dans le monde entier. Chaque année, il fait le tour du monde pour offrir des services hospitaliers gratuits dans des pays en développement. Mais la raison principale pour laquelle un bateau hôpital existe dans une marine, c'est pour évacuer des blessés en temps de guerre. Donc on est aussi dans un lien avec un scénario taïwanais sur ce programme-là. Mais alors, à quoi se préparent-ils les Chinois aujourd'hui? Moi je dirais qu'il y a véritablement, si on pense en termes de scénario, alors il y a bien sûr le scénario taïwanais, qui est le principal, qui est même à l'origine de l'accélération de la modernisation de la marine chinoise. Pour ça, il faut être capable d'empêcher les Américains d'intervenir, ce qui est compliqué. Il faut pouvoir menacer la force de projection américaine, donc aussi bien les porte-avions que les bases. Ça explique certains programmes chinois. Puis il faut atteindre pour la Chine une certaine parité avec les Américains, elle n'en est pas là. Les sous-marins américains sont bien plus performants, donc il y a une véritable question là-dessus pour la Chine, elle se sent vulnérable. Et puis les aspects force de projection, les Marines, c'est pour des évacuations, c'est pour de la défense des intérêts chinois à l'étranger. C'est type 2015, évacuation de 3000 ressortissants chinois du Yémen, ou 2011, évacuation de 35 000 ressortissants chinois de Libye. C'est pour ça que la Chine a un point d'appui à Djibouti, qui est un point d'appui contrôlé par sa marine, c'est-à-dire pas par l'armée de terre, pas par l'armée en général, c'est une base pour la marine, avec des Marines. C'est ce que les Chinois eux-mêmes appellent la protection des intérêts à l'étranger, la capacité de la Chine de défendre ses ressortissants, de défendre ses investissements dans des crises, peut-être d'escorter ses intérêts. Elle le fait déjà dans le golfe d'Aden, les missions anti-piraterie. On est plutôt dans cette logique-là que dans une logique disons, d'accaparement des ressources, surtout en hydrocarbures. Alors il y a un véritable enjeu hydrocarbures en mer de Chine du Sud. Il y a un enjeu sur le développement de certaines ressources en eau très profondes dans certaines zones du globe. Mais ce qui ressort le plus de son intention stratégique, c'est la capacité de se projeter pour défendre ses intérêts ça et là. Alors par rapport aux États-Unis, il y a véritablement une supériorité américaine. Ce qu'il faut voir ici, c'est que la supériorité américaine, c'est une supériorité vis-à-vis de la Chine, de l'alliance nippo-américaine. Sur les questions navales, c'est véritablement important, et ça nous renvoie à la question des sous-marins chinois, qui sont une faiblesse, et aux capacités de détection et de lutte sous-marine du Japon, qui sont là une véritable force que les Japonais amènent à l'alliance nippo-américaine par le réseau de capteurs sous-marins qu'ils ont dans la région, mais aussi par leur flotte de patrouilleurs maritimes qui leur permet de détecter les sous-marins chinois. Donc il faut bien voir que sur des confrontations sino-américaines dans la région, il faut véritablement prendre en compte l'apport du Japon à l'alliance nippo-américaine.